Hey, salut ma biquette, bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle de dinos. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on va essayer de sortir les dinosaures d'Isla Nublar. Bah en fait, on est un petit peu obligé parce qu'il y a le volcan qui rentre en éruption. Et comme on n'a pas envie de finir en merguez party, bon bah... C'est la merguez party, tant bien l'adresse, c'est pas fini. Allez, c'est parti pour Jurassic World Fallen Kingdom. Ce film, deuxième opus de la saga Jurassic World, suscite autant de fascination qu'il suscite de critiques. Bon alors, est-ce que ce film va tenir enfin ses promesses ou va-t-il trébucher dans ses ambitions? Alors on s'accroche, ça va spoiler. Jurassic World est réalisé par Juan Antonio Bayona. Et il est sorti en 2018, soit 3 ans après les événements de Jurassic World, avec cette fois-ci Isla Nublar abandonnée. Encore. Et les dinosaures laissés à leur propre sort. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc comme vous avez déjà pu le voir dans les bandes annonces, une éruption volcanique est imminente. Elle menace d'éradiquer tous les dinosaures, une bonne fois pour toutes. Et une mission de sauvetage s'organise. Mais qui va les sauver? Comment? Pourquoi? Quand? Mais où est donc Orniker? La scène d'introduction est la meilleure de toute la saga Jurassic. Le duo Rexy et Mosasaur dans cette scène est absolument génial. On a de l'ADN de Jurassic Park là ici. Hein. Ouais, de l'ADN, Jurassic Park, j'ai compris. Si je te dis ça, ma biquette, c'est pas pour rien. Quand tu décortiques l'introduction, qu'est-ce que t'y trouves? Je sens que tu vas nous le dire. Quoi? Bah tu me crois pas? Attends, je te le prouve. La nuit, la pluie. Ouais, jusque là, ok. On suggère à demi-mot qu'il y a un dinosaure qui rôde dans les parages. Ouais. La parka jaune, la lampe torche, le tonnerre, le temps qui presse, Rexy qui s'approche, l'absence de clôture électrifiée. Ici, les pas de Rexy sont remplacés par une musique qui va crescendo. Pour rappeler un petit peu ce pas lourd du tyrannosaure, on a aussi la peur chez les personnages. Et d'ailleurs, les personnages, on a 2 groupes, comme ça l'était dans le premier Jurassic Park. Le groupe de Malcolm et Grant d'un côté, et le groupe de Gennaro et des enfants de l'autre. Et bah ici, vous avez le groupe de l'opérateur d'un côté, et le groupe de pilotes d'hélicoptère de l'autre. On a surtout, Rexy qui va attraper l'échelle avec l'opérateur dessus, et tirer dessus un petit peu façon... chien-chien avec son nonos. Et ben cette scène, elle était dans les storyboards du premier Jurassic Park. Spielberg a décidé de pas la garder. Oui, bah parce que quand on fait un film, on fait plein de trucs et puis bon, on garde pas tout. Hein. La boucle est bouclée. Il y a bien de l'ADN de Jurassic Park dans ses premières minutes. Mais je te vois un petit peu hésiter là. T'en doutes encore? Ok, je continue. C'est qu'il en a encore sous le pied l'animal! La porte qui s'ouvre sur l'enclos du mosasaure. Nedry ouvrait la porte du parc sous une pluie battante. Le petit véhicule sous-marin qui est jaune, comme la parka de Nedry d'ailleurs. Le sentiment un petit peu oppressant que quelque chose rôde, que seul le spectateur voit, mais le personnage dans le film ne le voit pas. Ici, on récupère un fragment de l'Indominus Rex. Dans Jurassic Park, Denis Nedry avait embarqué avec sa canette de Barbasol les échantillons des dinosaures du premier parc. Bon, je m'incline, c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça la première fois que je l'ai vu au cinéma. Ah, si le film avait été réalisé entièrement comme ses premières minutes, on aurait eu une suite, mais digne de Jurassic Park. Dès les premières minutes, le film nous plonge dans une atmosphère de suspense et de danger. Et l'éruption volcanique met un coup d'envoi dramatique qui donne le ton pour la suite du film. Mais cette introduction a coupé le souffle. Pose-t-elle les bases d'un vrai film réussi? Ouais, c'est ça la question. Le parc serait toujours ouvert, ça serait un immense gâchis d'argent. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un volcan sur l'île. Volcan, ouragan... Plus ça va, plus je me dis qu'il y avait 36 milieux possibles. Bien mieux que la Cinco Muerte, non? Bon, c'est vrai que les suites, ça fait toujours un petit peu moins bien que le prédécesseur. C'est toujours un peu loupé. À part comme de rares exceptions comme Aliens, Terminator 2, Le Jugement Dernier, ou l'Empire Contre-Attaque. Ah bah si, regardez à nouveau Star Wars, Un Nouvel Espoir, vous allez voir à quel point c'est mou et chiant, quoi. Et tu vas te faire chier dessus par tous les fans Star Wars. Te voilà prévenu. Bon alors, est-ce que le pari est réussi ici? Oh, il y a du suspense. J'adore. Bon, on passe à l'analyse des personnages principaux. Et nous retrouvons Claire Dearing, toujours interprétée par la belle et magnifique Bryce Dallas Howard, transformée ici en militante pour le droit des dinosaures.
Alors elle a eu une reconversion complètement à l'inverse de ce qu'elle était dans le premier film. Elle a de la ressource, la rouquine. Manifestement, elle n'a pas été inquiétée d'aucune conséquence à la débâcle de Jurassic World. Il y a eu pourtant des morts, des blessés et énormément d'argent de perdu. Et ça, on le passe à la trappe. Oui, c'est vrai qu'elle dirige un petit bureau, sans trop de moyens, afin de sortir les dinosaures de l'île. Bah d'ailleurs, on voit qu'elle galère un petit peu quand même, hein. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ah! Bureau de Claire Deering, j'écoute. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir à quoi vous servez en fait. Alors en fait, on demande des fonds aux gens pour soutenir notre cause et sauver les dinosaures du volcan qui rentrent en éruption et qui menacent de décimer nos amis les dinosaures si nous ne faisons rien. Bah et du coup, vous comptez faire quoi? Bah je sais pas, les sortir de l'île pour les mettre à l'abri. Où ça, dans votre jardin? Bah en fait, je crois qu'on n'y a pas trop réfléchi. Attendez, je vais demander. Claire! Claire! Oui, oui, il n'y en a qu'une de Claire, oui. Elle est pas fine. Les dinosaures, une fois qu'on les sort de l'île, on les met où? Et elle est assistée par une paléo-vétérinaire et un geek accro aux nouvelles technologies. Enfin, deux clichés, quoi. Mais ce jour-là, elle reçoit un petit coup de fil, la Claire. Et pas de n'importe qui, de l'assistante de Benjamin Lockwood. J'en ai entendu parler. On va y venir, JP, t'inquiète pas. Owen Grady, interprété toujours par Chris Pratt. Et il est de retour, toujours en tant que spécialiste Raptor, et ici plus précisément de Blue, parce qu'on a besoin de lui pour aller chercher Blue. Tiens d'ailleurs, petite fun fact. Est-ce que tu savais que Chris Pratt, dans la vraie vie, il est en couple avec la fille d'Arnold Schwarzenegger? On s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat. Je sais pas, t'en fais ce que t'en veux, mais j'avais envie de le dire. Ton beau-père, c'est Schwarzy, quoi. Ah bah, les dimanches autour du gigot, tu lui laisses pas le couteau à beau-papa. Aiguise-moi ça. La dynamique entre Blue et Owen est à nouveau au centre de l'intrigue, mais avec une évolution notable depuis le premier film. On y découvre des extraits vidéo, où on y voit les bébés raptors, à quelques mois et en plein exercice avec Owen. Blue se montre plus sociable que les autres, et elle est manifestement plus docile avec Owen. Elle fait preuve d'empathie quand Owen feint un peu la tristesse. Ouais, on a réussi à mieux voir toute cette période, de l'éclosion aux premières interactions avec Owen, jusqu'à l'arrivée à Jurassic World. Alors Blue? Alors Blue? Alors? C'est gentil Blue. Hein? Oh, elle est mignonne. Ah, oula, elle est malade. Ah, va falloir que je change les croquettes, là. Allez, spécial Baby Raptor, c'est pas... Allez, non, tu manges pas, Bleu, tu manges pas. Claire devient donc une figure de compassion et prête à tout pour sauver les dinosaures. Owen, quant à lui, est un petit peu plus sceptique de savoir s'il faut aller sauver les dinosaures qui sont, un petit peu destinés à mourir, complètement naturels. Mais bon, sa connexion avec Blue, ça attendrit un peu le bonhomme, et puis ça le fait monter dans l'avion pour participer à l'expédition, quoi. C'est ce qu'on attendait tous, hein. Bon, les gens, ils ont encore critiqué la relation entre Owen et Claire. Pareil, parce qu'en fait, c'est pas nos potes, hein. Le scénariste, il fait un peu ce qu'il veut avec l'histoire de ses personnages. Vous attendiez à ce qu'ils soient toujours ensemble, là, au début du 2, non. Non, mais ça porte un petit peu plus de piment, et puis ça fait retravailler un petit peu aussi les deux personnages à reprendre, dès le début de leur relation, dans des événements nouveaux. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué, bien au contraire. Le duo fonctionne toujours bien, et justement, je trouve que ça cède pas à la facilité non plus. Maisie Williams, la petite fille de Benjamin Lockwood. Enfin, petite fille, on apprendra que pas tellement, en fait. La morale du film est surtout ciblée sur l'existence même de cette gamine. Ah, c'est sûr qu'elle a un petit côté attachant, ce que n'avaient pas les deux gamins dans Jurassic World. Elle a même un petit côté Lex, je trouve. Oui, Lex Murphy dans Jurassic Park. Mais t'avais compris. Autre personnage, un pourri, Monsieur Mills. C'est le bras droit de Benjamin Lockwood. Un jeune quarantenaire, businessman, et il s'occupe de toutes les affaires de Benjamin Lockwood. Qui, lui d'ailleurs, le vieux là, il arrive plus à arquer, quoi. Il a au moins 95 ans, il a une jambe raide, et il est tellement bigleux qu'il trouverait même pas sa bite pour pisser. Eh ben, c'est l'antagoniste du film. Même s'il nous est présenté comme le mec plutôt sympa au début qui va l'aider Claire à monter sa petite expédition et aller récupérer les dinosaures pour, soi-disant, les emmener sur un sanctuaire que Benjamin Lockwood avait préparé pour les dinosaures. Ce sanctuaire, c'est encore une autre île isolée. Je sais pas ce qu'ils ont avec les îles. Moi, j'ai une super idée. On va mettre les dinosaures sur une île, sans barrière, sans clôture électrifiée, sans humains, sans visiteurs, car ces créatures ont besoin de notre absence et non de notre aide. Si nous pouvions juste nous effacer
et faire confiance à la nature, la vie trouvera son chemin. Ça te rappelle rien ? Bon, après, c'est la franchise Jurassic. Et moi, ce que je veux, ce sont les dinosaures. Parce que moi, les personnages humains, depuis les Kirby dans Jurassic Park 3, j'ai fait une croix dessus. Ah, ils étaient tellement bien, les Kirby. Surtout Amanda, une femme délicieuse. Voulez-vous demander à votre femme de ne plus faire ce bruit? C'est vraiment une très très mauvaise idée. Non, pas ça, non, je vous en prie, Donc pour ce qui est des dinosaures, le chef vous propose donc Blue. Blue, à qui on a donné ici un passé et une évolution. Comme je le disais, depuis son enfance, elle a montré plus d'intelligence et plus d'empathie que le reste de la Raptor Squad. D'ailleurs, les retrouvailles de Blue et d'Owen sur Isla Nublar... On me regarde. confirme l'attachement de l'animal envers son dresseur. La scène de la transfusion de sang de Blue sur le bateau, elle est poignante. On ressent réellement ce que ressent l'animal et ce que ressentent les personnages autour de la table. Je pratique une incision à la cuisse pour retirer la balle. On souffre littéralement avec Blue à ce moment-là. Si vous avez jamais emmené votre chien ou votre chat chez le vétérinaire, vous pouvez pas comprendre. D'ailleurs, ici, l'ajout d'animatronique était plutôt une bonne idée. C'est un réel plus et ça manquait franchement au premier film. Parce qu'on n'avait que la tête de l'apatosaure et ça faisait un petit peu maigrichon quand même. Bon, certes, Blue est en très mauvaise posture dans cette scène, mais je ne peux pas m'empêcher de revoir la séquence dans le monde perdu où Yann, Sarah et Nick Van Owen, aucun lien de parenté, soignent le petit tyrannosaure dans la caravane, à l'arrache et en pleine précipitation. Ça m'étonnerait que ce soit pas un clin d'œil, ça. Surtout le coup avec toute la bande de pourris là qui viennent récupérer les dinosaures sur l'île pour aller les mettre dans des cages, les foutre sur un bateau et les emmener sur le continent. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Faut pas tout voir, je suis là pour ça. Rexy. Rexy qui donne toujours des superbes scènes. Là, dans ce film, chaque créature est rendue réellement vivante avec un mélange de CGI et d'animatronique. Et là, pour la scène dans le bateau, l'animatronique, il fait clairement le taf. On a des vraies scènes épiques. Elles sont épiques ou t'es juste pas objectif, là? Elles sont épiques, je t'assure. La scène du prélèvement de sang du tyrannosaure, par exemple, dans le bateau. Elle est juste top. On a vraiment un niveau de proximité avec Rexy comme jamais on en a eu jusque-là. Ça marche. D'ailleurs, on n'a même jamais imaginé que Rexy pouvait puer de la gueule. Comment elle schlingue! C'est une horreur! A priori, c'est le cas. D'ailleurs, son arrivée au manoir Lockwood, filmée du dessus... pour la parquer dans une cellule, est en fin de compte un clin d'œil un peu loupé à Jurassic Park. Parce qu'il y a Rexy, il y a Biquette... On se dit le gars est bon! Non, dommage! Car comme le dit notre cher Grant, Rex ne veut pas qu'on le nourrisse, il veut chasser. Ou Rexy, avec l'âge, elle semble être plus trop à aller taquiner le goujon, j'en sais rien. Quoique elle défonce quand même bien le Carnotaure lors de l'éruption du mont Cibo. Elle ne le mange pas, mais par contre, elle lui défonce la gueule. Pas comme avec Mills à la fin du film. Lui, elle les graille sans ménagement. Chacun un bout. Bon, abordons l'Indoraptor. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette horreur, encore? C'est encore une espèce créée par le docteur Henry Wu, proche du raptor et du tyrannosaure, comme l'était l'Indominus Rex, mais de façon ce qu'ils appellent miniaturisée. Donc c'est quand même beaucoup plus grand qu'un être humain ou qu'un vélociraptor. Mais c'est plus petit qu'un tyrannosaure. Pour parfaire son croisement génétique, ils ont besoin de l'ADN de Blue. Parce que Blue, comme je le disais, elle est quand même plus empathique, et plus docile pour le dressage. Et d'ailleurs, l'expédition n'est montée juste que pour aller récupérer Blue et se servir de son ADN pour créer un deuxième spécimen d'Indoraptor afin de le commercialiser et de vendre ça à prix d'or. Le spécimen que nous voyons dans le film, il est imparfait.
Et franchement, il n'est qu'agressivité en fait. Hein. Il est indomptable et malgré tout, il est quand même paramétré pour traquer et attaquer les proies juste sur signal laser. Une fois verrouillé, un signal acoustique déclenche l'attaque. Ouais, un clébard quoi. Super l'évolution. Cette espèce a une intelligence similaire à Blue, mais étant quand même plus grande, et surtout plus puissante, et plus armée d'ailleurs pour le combat. Plus agressive, enfin plus de tout quoi. Ah bah c'est ça le résumé des films aujourd'hui, c'est toujours plus de tout. Et l'Indoraptor c'est ça en fait. Hein. Ah, c'est ce qu'il y en a qui disent. Une représentation de ce qu'est devenu Hollywood. Toujours plus grand, toujours plus fort. Enfin bon, moi je m'en fous. Ce que je sais, c'est que c'est l'antagoniste du film, au même titre que Mills. Ah bah voilà, ça y est. Les emmerdes commencent. Les mercenaires attaquent Blue, qui se défend comme elle peut, la pauvre, et qui se prend une balle, qui va lui faire perdre beaucoup de sang. Owen, lui, se prend une fléchette tranquillisante, et il est littéralement cloué au sol. Pour endormir un dinosaure à la base. Hein. Il est laissé un peu pour mort hein, par les mercenaires, puisqu'ils voient que la lave déboule, et vont se dire, voilà, mort de cause naturelle. Claire, elle se retrouve enfermée dans le bunker, avec son geek, là, et pris au piège, a priori, avec un Baryonyx qui se pointe, et qui a l'intention de faire sa féfette à la rouquine. Claire, elle se retrouvait enfermée dans un bunker qui servait de centre opérationnel, et Mills avait juste besoin d'elle pour avoir accès à ses codes à elle, pour pouvoir accéder au système complet de Jurassic World, et de localiser Blue sur l'île. Parce que là, autant fouiller une botte de foin avec une aiguille. Ah non, c'est pas ça l'expression. T'es sûr de ça, là? En tout cas, Mills, c'est vraiment une ordure. Pourtant, il avait l'air gentil au début. Ouais, je te l'avais dit pourtant. Donc, un Baryonyx s'est infiltré dans le bunker, et il a bien l'intention de faire la féfette à la rouquine, hein, qui réussit, comme toujours, à s'enfuir in extremis avec son geek, avec qui elle s'encombre et qui ne sert plus à rien d'ailleurs. Hein. Owen la rejoint, et sous l'explosion du volcan, tout le monde court vers la côte. Les humains, mais aussi les dinosaures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sacré bordel. Toutes les espèces dévalent la montagne, et évidemment, un comte Carnotaur vient foutre la merde. Je l'aime pas, lui, avec sa patte avant la con. On dirait qu'il en manque un bout. En plus, faut toujours qu'il ramène sa gueule. Font chier, c'est frustré. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui a laissé entrer ce couillon sur le plateau? Ah oui, mais il sort d'où, lui, là? Oui, faites gaffe, les gars, on bosse, nous, ici. On tient pas un stand de pêche à la ligne. Ah oui, oui, ils sont là, ils nous regardent, là. Virez-moi ça de là. Sécurité! Sécurité! Oui, je m'en occupe. Nos héros finissent la cavalcade dans une gyrosphère qui dévale le reste de la falaise et qui tombe dans l'eau. Owen les sauve tant bien que mal, et tout ce petit monde-là est ramené sur la plage. Bon, maintenant, il faut réussir à monter à bord de l'embarcation. Là, ça commence vraiment à chauffer, là, derrière. Et voilà. On en arrive à la scène que tous les fans de la saga redoutent le plus. Un brachiosaure, mais pas n'importe lequel, puisque Juan Antonio Bayona a confirmé qu'il s'agissait du brachiosaure du premier Jurassic Park. Oui, celui qu'on voit au début. Celui qui est à l'origine de l'effet waouh au cinéma. Eh ben, ce brachiosaure, il se précipite sur le ponton. Nos héros le voient depuis la soute du bateau, qui se referme tout doucement. Et on le sait déjà là, condamné à mourir, à périr dans les flammes, englouti par la lave. Et l'image, aussi magnifique que tragique, montre le dinosaure qui se lève sur ses pattes arrière, qui pousse son cri, et qui disparaît dans la fumée et les flammes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, c'est juste une poussière dans l'œil. Ah, tu sais, ma biquette, que je m'en remets toujours pas de cette scène-là. À chaque fois que je regarde le film, à ce moment-là, je me lève, je me casse, je vais faire un tour, je me bouche les oreilles parce que même ça, c'est insupportable, et je reviens quand la scène est passée. Pourtant, je suis grand, mais je peux pas, voilà.
Bon, revenons à nos personnages. Ils ont pris le bateau, clandestinement. Et sur le navire, ils trouvent enfin Blue qui a perdu beaucoup de sang et qui est avec la paléo-vétérinaire. Et on sait pas trop ce qu'elle fout, elle, depuis tout à l'heure. Mais elle leur indique quand même qu'une transfusion sanguine devient vraiment urgente. Bah, va faire une transfusion sanguine, un vélociraptor, toi. Ah, mais elle a la solution. Elle dit qu'il faut trouver un autre théropode, donc un autre carnivore, avec 2 voire 3 doigts sur le bateau pour pouvoir faire la transfusion. Eh ben, ça tombe bien. Il y a Rexy qui est dans le camion juste à côté. Bon, Rexy est anesthésié, ils infiltrent le camion où elle roupille, prélèvement de sang, rodéo sur le cou du T-Rex, brisage de tympan, bisous baveux, claquage de chicot, et c'est bon, les poches de sang sont dans la main. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Et j'adore cette scène, vraiment. On n'a jamais été aussi proche de Rexy. Alors oui, je suis passé vite sur cette scène, t'as remarqué, mais il faut vraiment la voir dans son contexte. C'est une scène qui se vit, mais c'est pas une scène qui se raconte, ça. Bon, au bout d'un moment, le bateau, il arrive sur le continent, ils prennent la décision de suivre le convoi, et évidemment, ils vont se faire choper. Et emprisonnés, au sein même du manoir, là où sont retenus les dinosaures. Bon, grande classe, ils ont une cellule rien que pour eux. Ah, ça, c'est quand même pas mal. Puis bah, pendant ce temps-là, t'as Mills qui commence à vendre aux enchères, en toute décontraction. Donc finalement, pas de sanctuaire pour nos amis les dinos. Tout était orchestré d'avance. Mais, coup de bol, dans la cellule voisine de Claire et Owen, il y a Stiggy. Et tu sais pas qui c'est, Stiggy? Et Stiggy, c'est un stygimoloch, un cousin du pachycéphalosaure. Bah, en tout cas, Stiggy va les aider à s'échapper de la cellule, grâce à ses atouts naturels tout en rondeur. Son crâne, bande de dégueulasses! Son crâne! Oui, parce que c'est une formidable particularité de la nature, qui donne au stygimoloch une résistance incroyable au choc, grâce à l'alignement de sa colonne vertébrale, de ses vertèbres cervicales, et de la forte densité de sa boîte crânienne. Un tampon de ce rugbyman et tu finis à l'hôpital. Voire la morgue. Bon, la Stiggy défonce les barreaux et est partie semer la pagaille dans les couloirs du manoir. Maisie, la petite fille de Benjamin Lockwood, qu'on n'avait pas oublié, elle rejoint Claire et Owen pour fuir le manoir et Mills et tous ses mercenaires. Bon, là, ce qui se passe au-dessus dans le manoir, c'est que de riches privilégiés ont été invités à une grande vente aux enchères, mais Owen, il veut tout faire capoter. Les dinosaures défilent les uns après les autres et se vendent à prix d'or, tu penses bien. Et on finit par présenter l'Indoraptor. Juste pour information, c'est pour teaser une future enchère, où sa version 2.0, avec l'ADN de Blue, ce que j'expliquais tout à l'heure, bah, la rendra plus docile et plus dressable pour faire du combat, par exemple. Mais les enchères se mettent à s'affoler. Des sommes astronomiques s'enchaînent et Mills, il perd un peu la boule. Ah, il pète un plomb, Sous la pression des acheteurs, ils vendent le spécimen. Contre l'avis, forcément, du Dr Wu. Sauf que là, c'est vraiment un spécimen vraiment très, très, très dangereux. Mais non, vous ne pouvez pas le vendre. C'est un prototype, en plus, extrêmement agressif. Ah bah là, ça y est, c'est fait, il part pour une usine de basket au Vietnam. A priori, ils avaient besoin de stimulation, les ouvriers, là. Mais vous êtes cruel. Oh, ça va. Vous allez pas me chier une galette. En plus, il va travailler qu'avec des enfants, là-bas. Il va pas faire la guerre. Il ferait presque passer l'Indominus Rex pour un Compsognathus. Ah, Stiggy qui débarque. Elle fait un strike dans l'assemblée. C'est la panique et ce qui devait arriver arriva. L'Indoraptor est libéré par le mercenaire là qui avait endormi Owen là sur Isla Nublar. Ah, lui, il est trop sûr de lui, il a trop la confiance. Il pensait aller récupérer un chicot dans le bec du dinosaure en trophée. Bah dommage. Elle est bien plus maligne celle-là. Oui, elle décide de se faire un petit sandwich. C'est offert par le mercenaire, là. Ça lui a coûté un bras. J'ai compris la blague. Un bras. Oui, parce qu'elle lui a bouffé un bras. Oui, c'est ça, JP. Ah, le problème, c'est que cette grosse bête, là, maintenant, elle est libre de ses actions. Et là, dans le manoir, maintenant, elle a décidé d'aller persécuter Maisie. Pourquoi elle, particulièrement? Bon, là, vous avez bien compris qu'on est dans la deuxième partie du film, et on rentre dans la partie horrifique. Là, l'Indoraptor est une menace concrète et sérieuse. Bon, d'ailleurs, les plans sont superbes. Même Owen, il n'arrive pas à la descendre avec son gros pétard, là. Eh, c'est pas faute d'envoyer de la bastos, Mais j'ai l'impression qu'elle digère plutôt bien le plomb, la vilaine. Ah, Blue intervient pour sauver Owen. Je pense qu'elle développe une allergie aux espèces hybrides, celle-là, ou elle défend volontairement son dresseur. Ce qui est nouveau ici, c'est surtout de voir les dinosaures qui se foutent sur la gueule, mais dans des endroits qu'on connaît bien. Là, notamment une chambre de petite fille. La poursuite entre les humains, l'Indoraptor et Blue, se finit sur le toit de la verrière du manoir Lockwood, au-dessus de la grande salle d'exposition. Blue saute sur la créature et ils traversent tous les deux la verrière et dans la chute, l'Indoraptor se fait empaler par un crâne fossilisé de Triceratops qui avait juste en dessous. Mais pas Blue. Blue a une chance phénoménale.
Et d'avouer que c'est un sacré coup de bol quand même. Les dinosaures sont libérés, ils quittent le manoir, et je vous dirai pas comment, et ils partent découvrir les grands espaces sur le continent. Owen et Claire, eux, ils repartent avec Maisie, qui semble avoir adopté. Fin du film. Donc Jurassic World Fallen Kingdom, qu'est-ce que ça donne? Ça continue quand même sur les questions d'éthique que posait le premier film, ou même déjà d'ailleurs dans Jurassic Park. A-t-on le droit cette fois-ci non pas de ramener les dinosaures à la vie, mais plutôt de les sauver de cette nouvelle extinction face à un cataclysme naturel? Ian Malcolm, dans son caméo, résume parfaitement la situation, même si lui, il est quand même là pour les laisser mourir. Je crois que nous devrions laisser nos magnifiques et glorieux dinosaures être emportés par le volcan. Assassin. Silence, je vous prie. Aussi malheureux que cela puisse être. Il estime que la vie leur a déjà donné une chance. Ah oui, je l'adore d'habitude, mais là, je trouve qu'il déconne. En même temps, il a passé 2 films à essayer de pas se faire grailler aussi. Ça développe une petite rancœur. Ouais, c'est vrai que ça doit jouer quand même. La scène où les dinosaures sont vendus aux enchères, on en parlait à l'instant, ça met en lumière un petit peu la cupidité humaine et les conséquences de jouer avec la nature. Cependant, le scénario de Fallen Kingdom est parfois critiqué pour ses incohérences et ses choix narratifs discutables. L'idée de ramener les dinosaures sur le continent, c'est bien, mais ça soulève quand même des enjeux importants. La manière dont cela est traité manque parfois quand même de réalisme et de crédibilité. On sent bien que le scénario traite de trop de sujets pour un seul film. Ça en devient presque indigeste. L'évacuation des dinosaures de l'île, la cupidité des hommes, les actes écologiques, Lockwood et son passé avec John Hammond, l'histoire de Blue, Maisie, ta petite fille de Lockwood, le thème du clonage, les manipulations génétiques, avec l'introduction de l'Indoraptor, là, cette fois, la vie des dinosaures sur le continent, le film d'horreur dans le manoir Lockwood. En gros, le cahier des charges était un petit peu trop épais. Trop épais. On va quand même pas bouder notre plaisir, les scènes d'action dans ce film, ça envoie du bois. Et certains disent quand même qu'elles prennent un peu le dessus, d'ailleurs, sur le développement de l'intrigue et sur les personnages. C'est sûr que si vous voulez voir du dinosaure dans ce film-là, vous en voyez. Fini l'époque de Jurassic Park avec son élégance et sa subtilité. Mais pourquoi toujours comparer? Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, JP. Ça sert pas forcément à quelque chose de comparer avec Jurassic Park. Ce sont vraiment 2 films complètement différents. Ah oui, c'est sa manière d'exister, c'est généreux, et ça se consomme parfaitement comme ça. Eh ouais, t'as raison, vieille branche. Ouais, j'ai raison. Jurassic World Fallen Kingdom ne se contente donc pas d'être un simple film de divertissement, il reflète aussi une fascination pour tous les dinosaures et les sciences génétiques. Depuis le premier Jurassic Park... Tu vois, tu recommences. Non, je compare pas. Depuis le premier Jurassic Park, ces films ont toujours poussé les limites face à la nature et à la technologie. Le spectateur est quand même amené à suivre la pensée inverse de celle de Ian Malcolm. Il faut les sauver à tout prix, et peu importe les conséquences. L'Indoraptor est une de ces conséquences génétiques. Au même titre d'ailleurs que Maisie. Le lien qui unit ces 2 personnages est manifestement indissociable. Par contre, dans les 2 cas, rien n'est moral. Ce n'est que pour assouvir un fantasme, un rêve, une perfection que rares sont les humains qui peuvent comprendre. Ouais, regardez le film, vous comprendrez mieux. Pas forcément simple d'expliquer comme ça. Oui, prends pas mes biquettes non plus pour des débiles. Parce que t'as un petit peu rushé la fin du film, là, quand même. Oui, c'est vrai, parce que j'ai envie aussi que mes biquettes aient envie de le regarder ou de le re-regarder et de me dire ce qu'ils en ont pensé en commentaire. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, ma biquette? T'aurais fait comme Maisie ou t'aurais fait l'inverse? T'aurais ouvert cette porte? Mais en tout cas, si on veut des réponses, il faut embrasser l'entièreté de la saga. Chaque film va être important. Et Fallen Kingdom est la suite logique de Jurassic World. D'ailleurs, quand je lis vos commentaires, j'ai l'impression que Fallen Kingdom a beaucoup plus été apprécié que Jurassic World. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, si vous pouviez me l'indiquer en commentaire, parce que c'est pas mon cas. Moi, j'ai quand même préféré le premier Jurassic World. Merci ma biquette d'avoir regardé. N'oublie pas de liker et de t'abonner surtout pour découvrir plus de contenu dino. Si tu t'abonnes pas, je vais devoir te lâcher mon super Indoraptor grâce à mon super laser. Allez, à la prochaine ma biquette. Ciao, bye. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère jurassique.